Mon nom est Rachel Chagnon, je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Contrairement aux deux autres panélistes, je ne parlerai pas de mon expérience personnelle. J'ai eu en fait une vie très ordinaire, ce dont je suis très contente. Et je vais davantage vous entretenir sur un plan un peu plus théorique de l'enjeu de ce que ça peut représenter pour une victime d'avoir à interagir avec le système judiciaire. Ce dont je vais vous parler, c'est vraiment tiré en fait de deux choses principalement. C'est une réflexion que j'ai eue dans le cadre d'un article que j'ai soumis au Nouveau Cahier du socialisme récemment et d'une étude d'une étude que j'ai faite avec une de mes anciennes étudiantes en collaboration avec la CLI qui s'appelle « Sous le voile de la neutralité, un système sexiste, analyse de la jurisprudence et de la législation en matière de prostitution au Canada ». Donc, tout ce que je vais vous raconter part un peu de ces choses-là. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais réfléchir avec vous sur l'enjeu d'être confronté au système de justice. Je vais en parler sous trois thèmes, en fait. Je vais parler de l'accès aux tribunaux. Ça va rejoindre beaucoup ce qu'on a entendu, par exemple, au sujet de l'IVAC. Je vais parler aussi d'un autre thème qui est la participation au débat et le droit de participer aux prises de décision en ce qui concerne la justice, qui, selon moi, est un enjeu central dans lequel les militantes ne s'investissent pas assez, parce que le nerf de la guerre, pour moi, il est là. Et je vais prendre un peu plus de temps pour vous parler du problème du sexisme dans l'appareil judiciaire. Donc, en ce qui concerne le premier thème, la question de l'accès aux tribunaux. En fait, j'ai trouvé la meilleure façon de résumer l'accès aux tribunaux. Ça vient d'un comité fédéral d'action sur l'accès à la justice en matière civile qui a fait un rapport. Eux, ils parlaient plus du système en matière familiale, mais ça vaut pour l'ensemble du système. Et ils ont résumé le système judiciaire canadien en vraiment une phrase: trop complexe, trop lent, trop cher. Et c'est ça. Ça dit tout ce que ça a à dire. Le système judiciaire est marqué par des coûts prohibitifs, un désinvestissement massif de l'État par rapport à ce système-là. On parlait de l'IVAC, et moi, j'ai été plus en contact à l'époque où je pratiquais le droit avec la CSST, où on aurait pu raconter des histoires d'horreur tout aussi édifiantes. Et ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est qu'il y a des directives internes souvent qui sont envoyées à des braves fonctionnaires, là, des gens comme vous et moi qui veulent simplement s'en tirer, puis avoir une vie correcte, puis avoir leurs 2 semaines de vacances l'été et pas trop se faire chier. Et on leur envoie les directives qu'il ne faut pas qu'ils coûtent trop cher. Il faut qu'ils fassent attention, il ne faut pas qu'ils coûtent trop cher parce qu'il n'y a pas d'argent dans le système, parce qu'on ne met pas d'argent dans le système, parce que les gens vont faire des chaînes humaines autour des écoles, ils ne feront pas de chaînes humaines autour des palais de justice. Et donc, on ne peut rien mettre dans le système judiciaire, personne ne va s'en plaindre, sauf les victimes, et bien, personne n'écoute les victimes. Donc, voilà. Ça dit ce que ça a à dire. Et il s'ensuit un système qui fonctionne sur le pilote automatique, avec des fonctionnaires qui sont surmenés, qui ne sont pas suffisamment nombreux pour bien gérer leurs dossiers, qui gèrent leurs dossiers du mieux qu'ils peuvent compte tenu des contraintes qu'on leur donne, mais ça donne les résultats que ça donne, dans un contexte où le message qu'on envoie aux différents partis politiques, c'est qu'ils peuvent se désintéresser du système de justice, que c'est pas grave, on va les élire quand même. Alors voilà. Donc, ce sera mon petit moment un peu plus politique de la soirée. Donc, et ça va, et aussi, en ce qui concerne le système criminel, plus particulièrement, on a non seulement ce problème-là d'une justice qui est peu accessible, mal financée, pauvre en ressources, pauvre en moyens, mais quand vous êtes une victime dans le système criminel, le système n'est pas conçu pour vous. Vous n'êtes pas la personne importante. La personne importante, c'est l'accusé. Le système criminel d'inspiration anglo-saxonne est un système qui a été conçu autour de 2 acteurs. L'État, qui représente la personne lésée, qui prend fait et cause pour la personne lésée, cette personne devenant de façon très abstraite l'ensemble de la collectivité. Et l'accusé.
Et tout le système, puis il y a des raisons. Là, on pourrait faire une longue histoire du système criminel, c'est fascinant, mais bon, je n'ai pas 45 heures. Et c'est les droits de l'accusé qu'on protège. C'est parce qu'on part d'un principe où, historiquement, le système était toujours beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que la personne accusée. Donc, on a toujours essayé de faire un contrepoids à ça en donnant à l'accusé le plus de droits possible pour contrebalancer le système. Donc, ce qui fait en sorte que tout tourne autour du droit à la présomption d'innocence de l'accusé, du droit de l'accusé à ne pas témoigner à son propre procès, à ne pas en faire entendre sa version des faits, etc., etc., etc. Et la victime, là-dedans, c'est un témoin. C'est un témoin. C'est un témoin dont on évalue la crédibilité, peu importe ce qui lui est arrivé. À la limite, c'est presque un témoin comme les autres. Même dans certains cas, on le verra plus tard, c'est un témoin moins bon que les autres. Mais ça c'est un autre enjeu. Donc, en matière criminelle, la personne qui est victime arrive dans un système où elle n'a pas d'avocat vraiment pour la représenter, parce que le procureur ne la représente pas elle. Le procureur représente la société dans son ensemble. Alors, puis souvent, les procureurs, vu qu'ils sont les agents de l'État dans un système mal payé, pauvre en ressources, vous savez que pendant que les avocats de la défense travaillent dans des cabinets privés, ont des ordinateurs, des assistants, une secrétaire, une réceptionniste. Les avocats de la couronne, surtout les avocats qui relèvent des matières des cours du Québec, se partagent un téléphone à 5, un ordinateur à 5. Bon, alors vous voyez là l'état de la situation. On arrive au procès très inégal en moyens et en capacité. Et pour les victimes, bien ça se répercute parce qu'un procureur qui a moins de temps pour interroger la victime, pour bien la préparer, pour bien lui expliquer ce qui arrive, qui n'a pas le temps de faire un suivi de ses dossiers, qui n'a pas le temps de rappeler la victime pour lui dire que c'est quoi la prochaine étape et qu'est-ce qui va arriver, ça fait une victime qui est laissée dans le noir, ça fait une victime qui est mal préparée, qui arrive au jour du procès, qui se fait plus ou moins démolir par l'avocat de la défense, qui lui est bien préparé. Lui, il en a des ressources. Pour lui, la vie est belle. Donc, et la victime vit durement cette réalité-là. Et ça fait partie, cette espèce de phénomène qu'on va appeler la revictimisation, est un des enjeux problématiques, surtout dans des crimes aussi sensibles qu'on parle de l'agression sexuelle, qui sont des crimes qui ont des répercussions non seulement physiques, mais aussi psychologiques particulièrement importantes. Donc, et ça, on l'a vu dans des affaires comme Ghomeshi récemment, on a entendu ce qui s'est passé, puis on a entendu le témoignage des victimes, puis on l'a vu, une des plaintes les plus importantes que les victimes ont fait, c'était justement ça, c'était le fait qu'on les avait mal préparées, puis qu'on les a jetées dans la gueule du loup, et qu'elles en ont souffert énormément. Donc, ça, c'est pour juste le côté un peu plus factuel, la matérialité d'arriver dans ce système de justice-là et d'être un espèce de petit pion dans la partie, dans cet engrenage-là. Donc, on comprendra que surtout en matière criminelle, toute la question de l'accès à la justice est une question qui est vraiment grevée par l'enjeu du manque de ressources, qui est selon moi un des enjeux les plus importants, le deuxième étant l'enjeu du sexisme. Par rapport à ça, vient la question de la participation des groupes de femmes, la participation des groupes féministes au discours social qui entoure la justice. Il y a une responsabilité des groupes de femmes à faire entendre leur voix et il y a un enjeu d'accès aux décideurs et d'accès à ceux qui prennent les décisions en matière de justice. Dans les bonnes nouvelles, bon, il y a de plus en plus de femmes avocates, il y a de plus en plus de femmes juges, qu'on le veuille ou non, l'effet de la masse critique fait en sorte qu'il y a des sensibilités différentes qui arrivent devant les tribunaux. Mais dites-vous par ailleurs que surtout si on regarde les cours supérieures au Québec, la majorité des hommes sont des hommes blancs, hétérosexuels, qui viennent de milieux plus bourgeois, qui ont fait leurs études dans des bonnes écoles et qui ont travaillé dans des gros cabinets privés avant de se retrouver juges. Et ce qui n'est pas un mal en soi, je veux dire, on a le droit d'exister peu importe d'où on vient. Mais le problème, c'est quand 100% des gens viennent du même endroit, ça fait une certaine sensibilité à l'égard de d'autres réalités qui est beaucoup plus difficile à faire apparaître. Donc, d'où l'importance vraiment, non seulement de questionner lorsqu'on est dans le système judiciaire, comment on est traité et tout ça, mais l'importance de participer en amont au discours sur le système de justice, sur comment on l'organise, comment on le finance, comment on organise les lois, comment on réforme les lois. Par exemple, l'IVAC,
pour ne citer qu'elle, parce qu'il y en aurait d'autres. On pourrait parler de l'aide juridique, on pourrait parler... bon. Et ça, c'est un enjeu dans lequel il y a vraiment un sous-investissement. Et d'autant plus grave qu'on le voit à l'heure actuelle, on a des gouvernements qui sont peut-être un peu moins sensibles à l'enjeu de l'égalité homme-femme. On l'a vu à Québec. Je ne veux pas lancer de pierre, mais on a un gouvernement qui, à plusieurs reprises, nous a démontré qu'il ne comprenait peut-être pas aussi bien les enjeux d'égalité homme-femme qu'on le voudrait. Je veux dire, juste le discours psychédélique de notre ministre de la Condition féminine qui se demandait si elle était féministe ou égalitariste ou humaniste, c'était quand même intéressant. Ça nous donne la mesure du problème. Donc, et ça, c'est un enjeu dans un contexte où, justement, parce que les ressources se font de plus en plus rares, l'enjeu de où vont aller ces ressources-là, comment on va Puis premièrement, pourquoi elles se font de plus en plus rares? Est-ce qu'on ne devrait pas recommencer à mettre réouvrir un peu les valves de la machine? Est-ce que tout le monde fait vraiment sa juste part? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Mais ensuite, comment on alloue ces ressources-là? De quelle manière on les utilise? Ça serait une autre question qui serait importante et dans laquelle il faudrait s'investir davantage, à mon humble avis. Ce qui m'amène, pour la deuxième partie de mon allocution, à parler de l'autre grand enjeu, qui est l'enjeu du sexisme. Puis là, je ne m'étendrai pas je ne m'étendrai pas nécessairement là-dessus beaucoup. Je trouve qu'on a eu 2 témoignages qui l'illustrent de façon quand même assez éloquente. Donc, je pense que personne ne va tomber en bas de sa chaise quand je vais vous annoncer qu'il y a des problèmes de sexisme dans le système judiciaire. Bon, maintenant qu'une fois que ça est dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se passe, en fait? En ce qui concerne, on va parler de la question, justement, de l'enjeu du droit criminel, puis on va s'intéresser plus particulièrement à l'enjeu des agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, c'est vraiment là où on peut voir comment tout ce sexisme-là se construit de la manière la plus éloquente, parce que c'est un des crimes qui sont les plus genrés. En matière d'agression sexuelle, là, il y a une division des eaux qui est assez claire. Il y a une grande majorité des agresseurs qui sont des hommes, on va parler de 70% et plus, et l'essentiel des victimes sont des femmes. Donc, il y a très peu, avec la question de la prostitution, il y a très peu de crimes qui sont aussi bien divisé en matière de sexe que l'enjeu de l'agression sexuelle. Et comme par hasard, l'agression sexuelle est un des crimes au Canada pour lesquels on obtient le moins de condamnation. Les 2 crimes pour lesquels on obtient le moins de condamnation au Canada, c'est pour les hommes, là, on fait des ventilations en fonction des sexes. Donc, il y a 2 choses. Si un homme est accusé de ça, il y a toutes les chances de s'en sortir. C'est l'agression sexuelle et c'est les hommes qui sont accusés soit de proxénétisme ou soit les clients. Parce qu'il arrive à l'occasion qu'en matière de prostitution, un client soit accusé de sollicitation, etc. Mais ça, si on met ensemble proxénétisme et prostitution, on appelle ça, on met crime, c'est dans la catégorie des infractions à caractère sexuel excluant l'agression. Les taux de condamnation sont d'environ 20% pour ça. Et pour les agressions sexuelles, les taux de condamnation sont de 40%. Et juste pour vous donner une mesure, si on prend l'ensemble des crimes commis par des hommes au Canada, au cours des 5 dernières années, les taux de condamnation étaient d'environ 55%. Donc, on parle quand même d'écarts significatifs. Puis, pour faire encore plus de millage là-dessus, il y a une étude qui a été citée dans Holly Johnson en 2012, où on avait fait un sondage auprès de personnes pour essayer d'évaluer par rapport au nombre d'agressions sexuelles dénoncées, à combien on arrivait de condamnation. Les personnes qui ont réalisé ce sondage avaient trouvé dans le cadre de leur sondage 460 000 cas de personnes qui avaient rapporté une agression sexuelle. Sur ce 460 000-là, il y en a environ 15 000 qui l'avaient déclaré à la police. Là, déjà, on voit une chute assez dramatique. Sur le 15 000, il y en a 13 000 dont la plainte a été retenue. Sur le 13 000, il y en a 5 000 où des accusations ont été déposées. Là, on a chuté encore de moitié. Sur le 5 000 où il y a des accusations déposées, il y a 2 800 où il y a vraiment eu un procès. Et finalement, on arrive, là, à partir du 460 000, à un nombre de condamnations, tenez-vous bien, 1 519 condamnations.
On est parti de 460 000 cas déclarés. Bon. Il y a un problème. Je pense que oui, les chiffres parlent. Quel est le problème? Le premier problème, je vous l'ai dit, c'est toute la question de l'accès à la justice, des ressources qu'on investit, de comment on vient vraiment en aide aux victimes ou pas, comment on les encadre d'une façon adéquate, comment on les aide d'une façon adéquate, comment on les encourage réellement à porter plainte. L'autre grosse partie du problème, c'est l'incapacité du système à passer par-dessus le mythe de la victime idéale. Il faut comprendre qu'en matière d'agression sexuelle, on a un long passif historique. Jusqu'en 1984, l'agression sexuelle, ce n'était pas un crime contre la personne, c'était un crime contre les mœurs. Quand une femme se faisait agresser, ce n'était pas elle la victime, c'était la société en général. Bon. Jusqu'en 1955, une femme qui rapportait une agression sexuelle, si elle n'avait pas un témoin, elle n'était pas crue. Ça s'arrêtait là. Donc, ça prenait un témoin. Et, oui, en fait, non, jusqu'en 1984, ça prenait un témoin. Jusqu'en 1955, il fallait que ton témoin soit un homme. Et la grosse amélioration entre 1955 et 1984, c'est que là, on permettait que des femmes puissent être des témoins. Mais il faut comprendre qu'une femme, c'est moins crédible qu'un homme comme témoin. Bon, ça, c'est notre passif. C'est le passif qu'on traîne devant les tribunaux. En 1984, grande victoire féministe, le viol, ce qu'on appelait le viol, devient l'agression sexuelle, ça devient un crime contre la personne, et pour la première fois depuis la fondation du Canada, on peut même poursuivre un conjoint pour agression sexuelle, parce que jusqu'en 1984, si vous étiez marié avec votre agresseur, vous ne pouviez pas porter plainte contre lui. Bon. Donc, on revient de loin. Et encore aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a chez les juges, les avocats, dans le système, cette espèce de vision qu'il existe une telle chose que la vraie victime d'agression sexuelle. Et cette vraie victime d'agression sexuelle, elle a certaines caractéristiques qui semblent immuables, ou plus ou moins. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Elle a la peau assez claire, n'est-ce pas? Elle est articulée, vient d'un milieu socio-économique respectable. Elle est monogame, elle est en relation stable, elle n'a pas une vie sexuelle dissolue. Et bien sûr, elle n'a pas la mauvaise idée de tarifer ses relations, hein, parce que c'est très mauvais genre. Je fais de l'ironie. Des fois, je trouve que l'ironie permet d'avoir un certain recul qui empêche de devenir complètement de mauvaise humeur. Donc, toute personne qui déroge à ce portrait va rentrer dans le système de justice avec un nombre de prises contre elle. Et elle doit remonter la pente de la crédibilité. Et peu importe ce qu'on nous dit, puis je me souviens dans les suites de Ghomeshi à Radio-Canada, ils avaient interviewé un avocat de la défense, j'avais trouvé ça poétique à quel point il avait insisté pour dire que les matières criminelles d'agression sexuelle étaient traitées comme les autres, puis qu'il n'y avait pas d'enjeu de sexisme. J'ai trouvé ça fabuleux, ils l'ont interviewé 2 fois, quel homme. Et il a même insisté pour dire que Ghomeshi avait été acquitté, ce qui est tout à fait faux. Alors, franchement, un grand spécialiste. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai beaucoup de sources de mécontentement sur ce sujet. Donc c'est cette espèce, il y a cette espèce de vision de la victime idéale, et on le voit, cette victime idéale-là est très résiliente. Et même lorsqu'on confronte les tribunaux à la réalité, qu'on confronte les juges, qu'on confronte les avocats, qu'on leur dit « mais elle n'existe pas, cette victime idéale-là », et qu'ils nous le disent « mais c'est vrai, on le sait », après ça, elle revient. On l'a vu récemment, il y a eu ce juge de l'Alberta qui avait, pas plus tard qu'en septembre 2016, acquitté un agresseur, supposément parce que l'absence de consentement n'avait pas été démontrée et qui n'avait rien trouvé de mieux à dire à la victime pendant son témoignage, des choses du genre « Pourquoi n'avez-vous pas serré davantage les genoux, madame? » Mais vous savez, madame, parfois, le sexe et la douleur vont ensemble. Bon, c'est une agression qui avait eu lieu dans une toilette publique. Et c'était les paroles du juge. Et il a été rayé de la magistrature. On a failli offrir une promotion. Hein. Ceci étant dit, le gouvernement fédéral avait prévu une promotion pour lui, et c'est à partir de plaintes d'avocates et de professeurs d'université que finalement on a compris que c'était peut-être pas l'idée du siècle de lui donner 20 000 $ de plus par année pour qu'il continue son travail. C'est 2016. En 2016, il y a un juge qui a dit à une victime qui lui racontait comment un mec est rentré dans la toilette des femmes,
s'est jeté sur elle et l'a agressée dans l'évier, et elle s'est fait dire « Pourquoi n'avez-vous pas serré les genoux? » Bon, ça résume assez bien l'état de la situation, je pense. Et bon, on pourrait parler de l'affaire Ghomeshi. Bon, on a tous vu comment ça s'est terminé. Et on pourrait aussi, je pourrais discuter avec vous longtemps des petits stéréotypes que les juges ont en ce qui concerne la prostitution, qui sont... c'est fascinant quand on lit des décisions qui entourent particulièrement les dossiers de proxénétisme, comme on voit la construction mentale des juges et de la personne qui se prostitue et du proxénète. Alors, sachez que le proxénète non violent est un mec pas si pire et que seul le proxénète violent est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on le punisse, et qu'à l'inverse, les femmes qui se prostituent sont soit des menteuses, soit de pauvres filles qui se sont fait avoir parce qu'elles sont tellement jeunes et naïves et un peu bêtes, finalement. Et c'est fascinant de voir comment aujourd'hui, puis on parle quand même de personnes éduquées, des personnes qui sont allées longtemps à l'université, et de voir comment cette espèce de vision-là extrêmement archaïque des choses a la vie dure. Ceci dit, je vais terminer là-dessus. Il y a quand même de l'espoir. Je voulais terminer sur une note positive. Moi, j'ai reçu avec un plaisir immense la déclaration publique de Catherine Borel, qui était l'une des victimes de Ghomeshi, qui a accepté un 810, qui était un ordre de garder la paix, et qui a profité pour en faire une déclaration publique qui était une des choses les plus jouissives de l'année, en ce qui me concerne, et qui, à ce jour, a invité Ghomeshi à déposer des poursuites civiles contre elle en libelle diffamatoire s'il osait. Mais sachez que s'il décide de le faire, il va falloir qu'il témoigne, parce qu'il ne peut pas ne pas témoigner. Alors, elle le tient bien, et ça a été quand même, et je pense que cette prise de parole-là qu'on voit de plus en plus des femmes, qui ne se fait malheureusement pas dans le système judiciaire, parce que, bon, peut-être que l'espace n'est pas encore là, permet de changer les choses, permet quand même d'amorcer une réflexion sur qui sont les victimes d'agressions sexuelles et qui elles sont vraiment, pour déconstruire cette image complètement fantasmée de la victime idéale. Puis on peut penser aussi à ce qui est arrivé à Val-d'Or, qui est quand même une prise de parole extraordinaire, dont on espère qu'on va pouvoir voir les suites, mais je pense que ça l'a apporté quelque chose. Ça a été un moment traumatique où beaucoup de gens ont dû se dévoiler la face puis dire, bien, c'est vrai, ça existe. Et on les a crus. Et c'est ça qui est fabuleux. On a cru ces femmes-là. Et je trouve que c'est déjà très encourageant. Et il y a aussi un nouvel instrument qui est la Charte canadienne des droits des victimes, qui est utilisé en ce moment par les services correctionnels du Canada et la Commission des libérations conditionnelles, mais qui est un outil très intéressant. Et c'est un outil qui, entre autres, reconnaît 4 droits aux victimes d'actes criminels au Canada. C'est le droit à l'information, le droit à la participation au processus, le droit à la protection et le droit à un dédommagement. Et je pense que même si c'est un outil qui est très circonscrit, parce que maintenant, c'est vraiment ces 2 services fédéraux qui s'en servent, c'est un outil qui vaudrait la peine d'explorer puis qui peut-être pourrait nous apporter des pistes de solutions pour qu'on arrive à un traitement plus humain des personnes victimes d'actes criminels. Merci.